Alors, je m'appelle Henri Fellner, je suis illustrateur et j'ai commencé à travailler, mon premier travail c'était en 1982, donc il y a très très longtemps. Henri, il t'arrive quelque chose, c'est que tu fais hélas partie des victimes de la GSA. Absolument. J'ai fait mes études et puis un peu vers la fin de mes études, je me suis dit c'est formidable, moi qui suis très inquiet, j'ai commencé à travailler tôt, je vais aller voir cet AGSA que je voyais apparaître sur mes bons d'auteur et je me suis dit je vais aller les voir et ils vont m'expliquer quelle chance j'ai d'avoir commencé à travailler très jeune. Et donc j'ai été dans les bureaux de l'AGSA, je me suis présenté, on m'a fait attendre dans un couloir et on m'a fait attendre assez longtemps et puis après la personne est venue me voir en me disant mais qui êtes-vous en fait, on ne vous connaît pas. Et là, moi non plus, je ne comprenais pas la situation. J'ai commencé à travailler, c'était pour le groupe Bayard, donc un groupe qui éditait un quotidien national, qui avait quantité de journaux pour enfants, une maison d'édition. Donc enfin, vraiment un environnement extrêmement sérieux. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait quelque chose de spécial à faire ou qu'un problème allait survenir, en fait. Un problème de cet ordre. Découvert par la suite, évidemment, c'est qu'on n'était pas identifié quand on rentrait dans le système. C'est-à-dire la première fois que l'employeur, en l'occurrence, a envoyé quelque chose à l'AGSA, les retenues qui figuraient sur mon bon d'auteur à l'AGSA, en fait, il n'y avait pas d'identification. Donc ça allait dans un endroit, une sorte de caisse commune, globale. Sans ouvrir de compte individuel. C'est ce que j'ai compris, puisqu'en fait, ils sont incapables de me dire aujourd'hui ce qu'ils ont prélevé, ce qui a transité par l'AGSA, de tout l'argent. Notamment, c'est les 8 premières années de ma carrière qui manquent sur mon relevé de carrière aujourd'hui, puisqu'il me manque, quand j'ai pu avoir accès à mon relevé de carrière, il me manquait 37 trimestres, quelque chose comme ça, un truc colossal, dont toutes ces premières années. Parce qu'en fait, quand j'ai découvert ça, en fait, donc tout de suite je me suis affilié, parce qu'en fait j'ai posé la question, j'ai dit mais pour les années passées, qu'est-ce qui se passe? Et on m'a dit c'est trop tard. C'est trop tard. Vous n'aviez qu'à être au courant, etc. Donc en fait, dit ça à l'AGSA ? on m'a dit ça. La personne qui m'a reçu m'a dit ça. Et du coup, pendant toutes ces années, j'ai intégré cette histoire et ce narratif qui était que j'étais une cigale imprévoyante, que c'était ma responsabilité. C'était ta faute. En fait. Que c'était ma faute, absolument. J'ai vraiment cru ça jusque vraiment très tard, parce que c'est au moment du rapport Racine que, en fait. Et là aussi, c'est un souvenir très très vif. Je me souviens de l'endroit où j'étais quand au téléphone, une amie m'a dit que le rapport Racine disait que l'AGSA n'avait pas fait son travail, qu'elle aurait dû appeler ses cotisations. Je me souviens de la rue, de la lumière dans la rue et de l'effet que ça a fait sur mon cerveau. En fait, tout d'un coup, il y a eu une pression qui est descendue comme ça. En fait, j'étais innocent, reconnu innocent, après avoir cru à leur baliverne en fait, pendant des décennies. Une fois qu'il y a eu le rapport Racine, il y a eu donc un dispositif mis en place pour racheter les cotisations qui n'était pas fondé sur le droit, les droits lésés des artistes auteurs, mais sur une réparation très floue en disant bon, on va vous aider, on va faire un truc, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est pire. Il faut réunir des pièces très précises pour reconstituer sa carrière et racheter, c'est-à-dire que... Voilà. Une faute institutionnelle, ça devient finalement une responsabilité individuelle d'auteurs déjà précaires qui voudraient prendre leur retraite et qui doivent racheter leur cotisation d'un coup, ce qui est souvent impossible pour les gens. Sur le principe, déjà, c'est problématique. Après, de manière très pragmatique, quand on arrive dans ces âges-là, pas loin de la retraite, on se dit bon, il y a ce dispositif, on va voir ce que ça vaut. On va faire confiance, apparemment quand même, ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes. Donc on rentre dans ce dispositif. Et à l'époque de la première circulaire, il y a aussi les redditions de comptes, tout ce qu'on peut documenter, tous les documents comptables qu'on a, on peut les transmettre au dossier. Donc moi je commence ce grand travail de recherche d'une certaine manière. J'ai de la chance, c'est le Covid. Tout le monde est un petit peu arrêté, je descends dans ma cave et je me mets à chercher les papiers. J'ai déménagé, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu un incendie, j'ai perdu des choses. Donc en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je vais retrouver de ma carrière? Déjà, en fait, il se passe un truc dans la tête, parce que les gens qui sont salariés, ils ont d'autres problèmes, les salariés. Mais souvent, ils savent ce qu'ils ont fait il y a 10 ans avant, 20 ans avant, etc. Nous, on a une multitude d'employeurs.
Le travail d'illustrateur, comme tel que je l'ai pratiqué, c'est avoir accepté en gros tout ce qu'on vous propose, et donc de faire un dessin là, 3 pages ici, 3 pages là. Donc en fait, c'est extrêmement éparpillé. Donc en fait, il faut retrouver toutes ces choses. Donc je descends à la cave. Au début, ce que je retrouve, c'est les justificatifs des journaux en fait, où étaient imprimés mes dessins. Pour l'instant, j'ai que ça. Donc je me mets à scanner tout. La date, le petit nom sur le côté, je me dis, au pire, personne ne peut imaginer que je vais avoir travaillé 8 ans sans être payé, donc voilà, en désespoir de cause, je me dis que ça peut servir. Après, Dieu merci, je tombe sur mon Graal, qui sont mes bons d'auteur originaux. Donc là, à nouveau, je fais mon dossier, etc. En parallèle, je demande les relevés d'intégrales de droits d'auteur, les relevés intégraux, à mes diffuseurs. Et là, tout de suite, je tombe sur un problème. C'est qu'il y a des sociétés qui ont fermé, il y a des gens qui me donnent très vite ces papiers, 2 éditeurs me donnent ce relevé intégral, et les autres, j'ai un problème. Notamment mon employeur historique, qui est donc Bayard Édition, Bayard Presse, etc. Et eux, pendant 2 ans, régulièrement, je leur envoie des mails en les disant « j'ai vraiment besoin de ce papier pour mon dossier, c'est important, etc. » Au bout de 2 ans, ils me disent « on ne vous le donnera pas, ce papier, c'est trop ancien, etc. » Je leur dis « mais ok, la CNAV me le demande, est-ce que vous pouvez, au moins faites-moi un papier, comme quoi vous ne pouvez pas me donner ce relevé intégral. » Et donc là, ils me font un papier qui disent, en effet, la comptabilité, c'est trop ancien, on ne peut pas remonter aussi loin, etc. On est désolé, c'est comme ça. Donc mon dossier, à un moment, je considère qu'il est complet, je ne peux pas aller plus loin, et je le dépose à la CNAV. Là, on est à peu près 20 mois avant mon premier départ possible à la retraite. Donc je me dis, bon ça va, la CNAV, en 20 mois, ils ont le temps de voir mon dossier. Le temps passe, cette conversation s'arrête, le temps passe, et donc on arrive au moment où la CNAV, où mon premier départ en retraite possible arrive, et où la CNAV, j'ai toujours pas de devis de la CNAV. Donc je les appelle, je fais des réclamations, on ne me répond pas. À un moment, on me dit, votre dossier a été clôturé, mais je dis, mais je ne comprends pas, pour ça c'est la CNAV, hein, c'est presque un dossier à part la CNAV. Ça dysfonctionne beaucoup. Donc en fait, il se trouve que en février 2025, donc plus de 3 mois après mon premier départ possible, je reçois le devis de la CNAV. Et là, en fait, pour moi, c'est un choc parce qu'en fait, ils ont pris en compte vraiment, véritablement, que les relevés intégraux de droits d'auteur, c'est-à-dire 10% de ce que j'avais documenté. Les seules pièces acceptées sont les impôts, que la loi ne nous oblige pas à conserver aussi longtemps, et relevés intégral de droits d'auteur, que nos diffuseurs ne peuvent pas toujours nous remplir, car en fait, là aussi, le délai légal de conservation des documents ne correspond pas à une carrière entière. Donc là, je me dis, il y a vraiment un problème, et une fois de plus, j'ai du mal à saisir ce qui se passe. La dame de la CNAV me dit, devant mon vraiment désarroi, je dis, mais moi, j'ai documenté tout ça. Et puis, je pensais que la CNAV, ils étaient spécialistes. En fait, ils font ça toute la journée, de voir des pièces valides ou pas valides, etc. Mais là, ils ne les regardent même pas. Et elle me dit, oui, humainement, je vous comprends, mais professionnellement, je peux pas faire autre chose. On a vu ça, avec l'accord de notre service juridique, on ne peut pas aller plus loin que ce devis. Donc, ok, très bien. Et donc là, je comprends qu'en fait, le problème, c'est la circulaire. Donc, je me remets à lire la circulaire de 2022. Et en effet, les termes sont presque identiques à ceux de la première circulaire, à part que les documents que moi, je pensais être acceptés, c'est-à-dire les bons d'auteur, les redditions de comptes, tout ça, en fait, ne peuvent venir qu'en complément des feuilles d'impôt et du relevé intégral de droits d'auteur. Je me dis, mais en fait, ce problème, c'est cette circulaire. Et je ne comprends pas, parce qu'en fait, on dit beaucoup de mal de la CNAV, on a raison, on dit beaucoup de mal de la 2S2A, on a raison. Mais en fait, le service de la politique sociale des auteurs au ministère de la Culture, en fait, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'en fait, ce sont eux qui ont rédigé ça et qui ont, de manière extrêmement... En fait, il y a 2 solutions. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la malveillance. En fait, il n'y a pas de troisième choix. Donc, comme moi, en 2023, je les avais alertés sur cette chose-là et que rien n'a changé depuis, en fait, l'idée de la compétence ou d'un truc qu'ils auraient oublié ou ils ne se seraient pas rendus compte que c'était difficile pour nous, ça n'existe plus. Donc, en fait, le seul truc qui reste, c'est la malveillance, c'est la volonté délibérée de détruire les dossiers. Donc, à partir de là, je me dis, mais comment je vais faire ? Comment c'est possible ? Donc, en fait, à ce moment-là, par une conjonction étrange de temporalité, j'appelle mon syndicat et je leur dis, voilà, j'ai un problème, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et là, ils me disent, tu sais, il y a une réunion au ministère de la Culture dans 4 jours, nous, on ne peut pas y aller, est-ce que tu veux nous représenter ? Ok, super. Moi, je dis, avec grand plaisir. Et donc, ils me font accréditer. En fait, c'est le moment où il fait hyper chaud à Paris, c'est le début juillet 2025.
Donc je reçois des mails en disant oui, vous n'êtes pas obligé de venir en présentiel, parce que vu les conditions météo, etc., vous pouvez rester chez vous. Je dis non, j'aurais beaucoup de plaisir à venir vous voir et tout. Et là, oui, mais vous savez, on ne pourra pas traiter des cas individuels. Je pense que pour vous, votre cas qu'on connaît bien, il vaut mieux vous tourner vers la CNAV, vers la 2S2A. Enfin voilà, vous comprenez, c'est une réunion globale, etc. Parce qu'en fait, c'est la réunion où en fait, ils font le bilan d'une année de relations avec les auteurs, de tout ce qui s'est passé. Ok, donc moi je dis, pas de problème. Et donc je prépare une question, parce que je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Je n'ai jamais été dans ce type de réunion, et je sais que je ne vais pas avoir un créneau très large pour m'exprimer. Donc je prépare une question qui est justement pas sur mon cas personnel, mais sur quand même la rédaction de cette circulaire et de l'implication que ça a pour nous, les artistes-auteurs. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, et avec ma compagne qui m'aide, parce que moi je suis quand même un peu comme ça, à rédiger cette question, en fait, ce qui est clair, c'est que c'est une rupture de droit. De plus, non seulement nos cotisations n'ont pas été appelées, mais dans le système de réparation mis en place, c'est une deuxième rupture de droit. Parce qu'en fait, à aucun Français qui veut reconstituer sa carrière, on dit « Non, votre document original, en fait, il vaut rien. On vous demande un document que vous ne pourrez pas obtenir parce que c'est trop ancien, parce que vos employeurs n'ont pas l'obligation légale de l'obtenir, etc. » Donc c'est un truc tordu. En fait, pour moi, c'est vraiment il y a une perversité que j'ai du mal à m'expliquer, parce que ces gens, en fait, c'est des fonctionnaires, ils sont au service de l'État, à notre service, etc. Mais il y a un truc extrêmement tordu dans la manière de ne pas résoudre un problème. Et donc je me prépare à aller à cette réunion, et donc ça commence, etc. Alors c'est très impressionnant, une réunion au ministère de la Culture, parce qu'il y a tout l'écosystème qui est là. Là, il y avait le cabinet aussi de la ministre. Et donc, ça passe, machin chouette, et puis à un moment, on en vient au rachat de cotisations arriérées, et donc la personne responsable commence par dire « Oui, c'est un sujet auquel on est très attaché, c'est vraiment... on sait les difficultés, les traitements de la CNAV, et puis nous, à chaque fois qu'on a une remontée, que quelqu'un nous avertit quelque chose, on fait une remontée, etc. » Et là, je dis « Mais de quoi il parle ? Il se moque de moi, il sait très bien que c'est faux. Je sais que c'est faux, parce que j'ai fait une remontée, ils n'ont rien fait. » Donc c'est très étrange, mais en fait, quand il dit ça, il s'adresse aux autres, en fait. Donc c'est bizarre, mais ça installe un truc où, en fait, il justifie, évidemment, avec une langue de bois, mais merveilleusement polie, le fait que... Enfin, il justifie leur action. Et donc là, je pose ma question, et je dis en effet qu'il y a une rupture de droit, qu'est-ce que vous comptez faire ? Je ne peux imaginer que vous... chercher à aggraver encore la situation des auteurs et après une vie de précarité, les plonger dans une retraite indigente, etc. Donc un peu, c'est mon moment, Monsieur Smith au Sénat, voilà, je fais ça. Donc la réponse c'est mais non, nous on est très attachés, pour nous c'est important, voilà, ceci, cela, mais en fait il botte en touche et puis à un moment il y a le supérieur qui dit « On vous a entendu, Monsieur Fellner », et en fait la fenêtre se referme. Fin de la réunion, je poserai quand même, parce que là on peut poser des questions de manière un peu plus générale, donc je repose une question et je demande, je dis j'aimerais profiter de la présence du politique pour savoir à votre avis où sont les responsabilités dans cette histoire AGESA. Et en fait là il y a un des conseillers qui répond, vous savez, il y a des affaires en cours, on ne peut pas s'exprimer, laissons la justice faire son travail, blablabla. Je vais le voir à la fin, une fois que c'est un peu informel et que la réunion s'est terminée, et je lui dis, mais oui, en fait, vous parlez du cas Leclésio, là, en fait, c'est vraiment la honte, aller en appel contre un prix Nobel, contre lui, etc. Et là, il me dit, non, en la matière, il faut des décisions solides. OK. Donc là, en fait, moi, j'essaie de comprendre, en fait, ce qui se passe, et je me dis, mais en fait, donc le ministère n'a aucun problème à... Parce que cette histoire, ça fait quand même des décennies que c'est l'AGESA, on sait les dysfonctionnements, etc. Et donc que rien n'a été fait, maintenant, on sait très bien qu'il y avait beaucoup de personnes au courant à l'intérieur de l'AGESA et évidemment les ministères de tutelle. Donc en fait, des décisions solides, elles auraient pu être prises il y a très longtemps. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si à nouveau Leclésio gagne en appel, ils iront en cassation ? Qu'est-ce qu'ils feront ? Enfin, ça durera combien de temps ? Il a 85 ans, monsieur Leclésio. Donc voilà, ça c'est pour parler de celui qui est le plus célèbre en fait. Mais il y a les autres, ceux qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas toujours les cas concrets, etc. Enfin, ils attendent qu'on meure ou quoi ? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière en fait ? C'est très très bizarre de comprendre ça. Quelques mois après, avec ce qui se passe autour de la sécurité sociale des auteurs, heureusement, il y a des documents
qui sortent, en fait. Il y a un travail d'enquête qui a été fait par des journalistes. Et ce qu'on apprend, c'est vrai, en tant que personne ayant été impactée par ça, vraiment on tombe de sa chaise. Parce que nous, notre carrière, ma génération, ceux d'avant aussi qui sont partis à la retraite avant moi, en fait, on a passé toute notre vie dans un écosystème qui était dysfonctionnel, qui était illégal, qui ne marchait pas. On a été lésés grandement là-dedans. Et en plus, les réparations sont inexistantes ou impossibles. Quand le Monde titre 1% des auteurs ayant cherché ont réussi à aller au bout de la démarche, ça veut dire que 99% n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc punitif. C'est-à-dire on est puni une fois parce que l'AGSA fait n'importe quoi, et on est puni une deuxième fois parce que nos dossiers patiemment établis ne sont pas considérés et sont détruits par la rédaction d'une circulaire ministérielle à dessein destructrice. On arrive à un niveau qui, pour moi, en tant que citoyen français, etc., je ne comprends pas cette logique. Ces gens, en fait, ils ont un métier, ils ont une fonction, mais est-ce qu'ils ont un mandat pour faire ça? Qui est-ce qui leur dit à un moment, vous allez les pourrir, les auteurs, vous allez les ruiner leur vie, etc. Parce que ça a un impact. Moi, mon dossier de rachat de cotisation, ça fait donc depuis 2021 que je suis dessus. Voilà, ça fait 4 ans, ça en fera bientôt 5. Rien n'est résolu. C'est un temps considérable passé, à aller taper aux portes, à dire non, pourquoi, etc. À essayer de comprendre, des nuits blanches, tout ça. Tout ça parce que des gens ont fait n'importe quoi et qu'il n'y a pas de reconnaissance de ces malversations. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de préjudice en fait pour eux. Je trouve ça terrible en fait qu'on en soit encore là et que personne ne se soit emparé du sujet de manière institutionnelle. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas en fait. Nous-mêmes, nos proches, en fait, ils ont du mal parfois à comprendre, etc. On dit ah ouais, t'as des problèmes avec ta retraite, c'est quoi, c'est compliqué, machin chouette. Mais les institutionnels, les tutelles, nous on avait 2 tutelles. Donc la culture et les affaires sociales ou la santé. Il y a des compétences, il y a des gens qui étaient au courant. Quand les gens, puisque c'est sorti là, les dirigeants de l'AGSA s'inquiètent s'il va y avoir des poursuites possibles au civil, au pénal, et demandent à la direction de la sécurité sociale ce qu'ils risquent, et la direction de la sécurité sociale leur dit oui, c'est vrai que vous pourrez risquer des choses, il pourrait y avoir des contentieux très coûteux, prenez peut-être une assurance complémentaire, etc. En fait, ils ne disent pas, arrêtez tout, là, il y a un truc grave. Il y a des gens, des citoyens français, des artistes-auteurs, mais citoyens français, qui vont avoir leur retraite détruite par votre incompétence. Et nous, en tant que ministère de la Santé, on se doit d'empêcher ça. En fait, ils ne font pas ça. Rien ne l'atteste. En tout cas, moi, on peut dire, vous vous trompez, on a fait des choses, très bien, dites-nous ce que vous avez fait. Pour qu'on en soit là, en fin 2025, toujours dans cette situation. Donc, quand on lit ça et qu'on voit la situation qui est vécue par moi, mais par énormément d'auteurs qui s'expriment pas parfois parce qu'ils ont lâché l'affaire, parce qu'ils ont abandonné en cours de route, et moi je comprends tout à fait qu'on abandonne, vu le coût, moi, énergétique, en stress, en temps passé de ça, je comprends très bien qu'on abandonne et qu'on cherche autre chose, ou qu'on se contente de 700-800 € par mois jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est proposé aujourd'hui encore, et je me demande en fait ce qui pourrait se passer avec tous les documents qui sont sortis récemment. Il ne pourrait pas y avoir comme une enquête parlementaire. Des députés pourraient se saisir de ce sujet et interroger sous serment les responsables qui étaient à la fois à la tête de l'AGSA, dans le conseil d'administration de l'AGSA, et aussi les tutelles étatiques qui ne rendent jamais aucun compte, jamais on leur pose la question, jamais ils n'ont à répondre de leur connaissance de ce dossier et de l'inaction coupable, et qui du coup conduit les artistes et auteurs dont je fais partie dans un problème qui n'est pas résolu et qui est très difficile. On peut dire, voilà, lui, ça va, il a l'air en bonne santé, mais dans 10 ans, je serai peut-être je serai malade si je suis encore en vie, et je ne sais pas comment je ferai pour vivre avec 800 €, 900 € par mois. Pour terminer, j'aimerais vous lire en fait ce qu'est la mission de l'assurance retraite sur leur site. En fait. L'assurance retraite, c'est le service public de la retraite. Elle garantit un accompagnement fiable et personnalisé vers un passage à la retraite simple et fluide, puis son déroulement dans la sérénité. Voilà. Ça, c'est la promesse républicaine de l'assurance retraite.